Alors moi je m'appelle Baptiste, je suis ouvrier métallurgiste, j'ai 28 ans. Je travaille en Vendée et j'habite à Cholet, c'est à côté. Voilà, bon, je travaille dans la métallurgie, je suis tourneur, donc c'est un poste d'ouvrier spécialisé, on fabrique des pièces de mécanique. Bon, c'est assez généraliste comme description ce que je fais là, mais voilà, je fabrique des pièces de mécanique pour plein de secteurs. Le nucléaire, le transport, l'outillage, enfin, voilà, c'est assez varié. On va dire les pièces que fabriquent les tourneurs ou les fraiseurs, parce que je fais un petit peu de fraisage aussi. On peut les retrouver un petit peu partout. Si on va dans une pièce et qu'on regarde autour de nous, il y en a vraiment partout, quoi. C'est la visserie, même si on regarde sur le moule, les prises électriques, tout un tas de choses comme ça. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce métier spécifiquement? Est-ce que c'est un choix? Ah oui, ça a été un choix conscient à un moment donné. Aujourd'hui, tout le monde ne fait pas ça. Ouais. C'est pas la mode. D'une certaine manière, j'ai eu une chance, c'est que moi j'ai fait le choix d'être dans ce métier. Où beaucoup de jeunes, et c'est peut-être un problème qu'on a dans le pays aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes, je vais un peu revenir en arrière et je vais plutôt expliquer où je veux en venir, c'est-à-dire que dans ma scolarité, j'ai souvent eu tout le temps la moyenne, 12, 13, je passais tout le temps les classes, et mes parents m'ont toujours incité à faire un bac général. Alors que ça me plaisait pas forcément, mais de fait, par habitude ou peut-être par conformisme à l'époque, je suis allé jusqu'à la fac et je me suis retrouvé à la fac en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Ça me plaît pas. Je suis pas assez scolaire, j'aime pas me faire mal au niveau scolaire. Il y en a qui sont faits pour ça. Moi, j'étais pas fait pour ça. Et j'avais ce côté un petit peu hyperactif, être en classe. J'avais besoin de toucher des trucs. Je touchais ma colle, je touchais ma trousse. Je tenais pas en place. Alors, il y a un moment, j'ai fait le choix d'aller dans un métier manuel. Et c'était beaucoup plus adapté pour moi. Et dans l'inverse, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui pourraient avoir des capacités d'aller faire des études, mais on leur donne pas les moyens et on les fout dans les CAP, ce qui baisse le niveau des CAP parce qu'ils sont pas là par intérêt. Et je vais parler trivialement, mais ça les emmerde. Alors que bon, moi, quand j'ai fait ce choix-là, c'était un choix conscient. J'ai été très studieux justement pour la première fois de ma vie au niveau scolaire quand je suis arrivé dans cette formation-là. J'écoutais beaucoup en classe, j'étais très intéressé par on va dire les conseils théoriques du prof, etc. Donc voilà, moi j'ai eu cette chance-là de faire le choix d'aller dans ce métier-là et je m'épanouis complètement là-dedans, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quand approximativement tu as eu cette idée, cette envie qui s'est éclaircie de faire un travail plutôt manuel? Ça a commencé il y a 4 ans. Alors, c'était pas tourneur à la base. Je viens d'une famille d'horlogers. Mon père est horloger, mon grand-père est horloger, mon arrière-grand-père est horloger, 5 générations comme ça. Et moi, je voulais faire horlogerie. Malheureusement, ça l'a pas fait parce que les écoles d'horlogerie sont très sélectes. J'ai pas été pris. Et je me suis dit, tant qu'à pas être pris, essayer de trouver une formation qui soit dans la mécanique. C'est la même logique. Et donc, je suis tombé un peu par hasard. Je suis allé me pointer. J'étais au chômage à l'époque. Et je me suis pointé à l'origine. Je vais pas mentir, c'était pour toucher mon chômage. Ils me forçaient à aller voir des informations de formation. Alors, je me suis pointé là-bas en me disant, je vais juste pointer et je vais partir. Et comme ça, le temps de trouver un peu ce que je veux faire dans la vie, et je militais déjà à l'époque, ça me laissait du temps pour militer, je toucherai toujours mon chômage. Et en fait, dans cette formation-là, ça a marché, quoi. Je me suis dit, ça a l'air super. Du coup, j'ai fait l'information. Je me suis dit, je m'engage à aller dans la formation. Ça se trouve, si ça me plaît pas, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Finalement, je suis rentré dedans. J'ai touché les machines, les outils. Ça a direct marché. Et depuis, je suis resté. Donc ça, il y a 4 ans, je me suis dit que je voulais faire un métier manuel, donc l'horlogerie. Et il y a 3 ans et demi à peu près, 3 ans, j'ai vraiment commencé la formation pour tourneur, quoi. Donc tu étais en licence générale. J'ai fait plein de licences. Ça a pas marché. Moi, je te dis, ça a pas marché. Les études, j'ai fait sociologie 2 ans, j'ai fait histoire 1 an. J'ai fait, je vais pas faire la liste, c'est pas intéressant. Bon, c'est une condition qui arrive à beaucoup de monde, non? De se chercher un peu. Ouais, complètement. Quelques années. Complètement. Et justement, je voulais revenir sur le fait que tu parlais de ton militantisme, parce qu'en tant qu'ouvrier, tu milites, il me semble, dans un syndicat et aussi dans une organisation politique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors, premièrement, je milite dans une organisation politique. C'est mon premier engagement. Donc, le pôle de Renaissance communiste en France. Organisation dans laquelle j'ai des responsabilités nationales, notamment dans la JRCF, du coup, où je fais partie du secrétariat national.
et au PRCF du coup national, où je fais aussi partie du secrétariat national du PRCF et du comité central. Donc voilà, donc ça c'était mon premier engagement, et c'est un peu par cette porte-là que je suis rentré sur les idées communistes et surtout l'explication un petit peu de mes conditions matérielles, comment réussir à mettre des mots sur des choses que je vivais au quotidien, même des frustrations que je vivais au quotidien et qui ne sont plus des frustrations depuis que j'arrive à les verbaliser, disons. Et en deuxième lieu, oui, une fois que j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, même si avant d'être dans la métallurgie, j'ai aussi été caissier pas mal. J'ai fait 2 ans, entrecoupé entre les études et tout ça, mais j'ai fait 2 ans de grande distribution. Et donc oui, dès que j'ai commencé à être au PRCF et en même temps travailleur, j'en suis directement arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que je me syndique. Donc à la CGT, évidemment. Et j'imagine que dans le contexte actuel du mouvement qu'il y a eu contre le projet de contre-réforme des retraites du régime macroniste, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à ce moment-là? Est-ce que tu as participé à la mobilisation? Sous quelle forme? Alors, je suis dans une entreprise en campagne. Il y a très peu de syndicalisation. Je suis le seul syndiqué de ma boîte. Alors, on doit être une trentaine, si je dis pas de bêtises, dans ma boîte. Donc, je suis le seul syndiqué. À partir du moment où il y a eu des appels nationaux, donc des appels à la grève nationaux qui permettaient à quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise où il y a une section syndicale de faire grève, j'ai fait grève à chaque fois que c'était possible. Donc, j'ai pas les comptes, je les ai toutes faites, toutes les dates nationales, je les ai toutes faites. L'expérience que j'en ai tirée, c'est que j'ai vu avec mon regard de militant communiste, forcément, c'est pas un regard, on va dire, c'est un regard averti. J'ai vu une vraie aspiration du peuple, mais puissante, un changement d'abord un rejet de la société actuelle, enfin de la voie qu'elle prend, et une vraie aspiration à quelque chose d'autre, alors qui n'est pas encore trop conscient, qui est peut-être balbutiant pour l'instant, mais on voit qu'il y a un mouvement de fond. Et donc moi, ce que j'ai ressenti en tant que militant communiste, c'est les milliers de tracts qu'on a distribués tout le long du mouvement, le fort intérêt des gens pour nos idées, et voilà, une certaine offensivité du monde du travail qui voulait un petit peu redevenir centrale, une volonté de redevenir centrale, dans la vie politique nationale. Tu as parlé de la grève. Comme tu l'as mentionné, tu as été gréviste. Ouais. Tu as été, et tu seras peut-être. Et comment ça s'est passé dans ta boîte, si tu peux en parler, cette expérience de la grève? Alors, il y a des choses que je pourrais pas rentrer trop dans le détail. En général, oui, voilà. C'est vrai que c'est pas facile d'être gréviste, d'autant plus quand on est tout seul dans la boîte. J'ai une chance, c'est d'être dans un secteur où il y a pénurie de main d'œuvre, et que donc mon patron ne peut pas trop se permettre de se fâcher avec moi, puisque je suis dans un secteur où si ça se passe mal dans mon entreprise, vraiment très mal, si ça se passe vraiment très mal, moi je vais au prud'homme, c'est simple, je suis syndicaliste. S'il y a des choses qui sont vraiment pas normales, je sais me défendre. Bon, si ça se passe juste mal et qu'il n'y a rien d'illégal et que je sens qu'il y a une impasse au niveau de l'entente, soit avec les collègues, je peux partir, je sais que je trouverai du travail le lendemain. Si j'exagère un petit peu, mais bon, il faudrait que je me remue, voilà. Mais à partir du moment où je décide de changer, les entreprises, elles nous veulent. On est moins de tourneurs, de fraiseurs, de soudeurs, je suis pas soudeur, mais de soudeurs, de chaudronniers, etc., que de postes à pourvoir. Donc voilà, j'ai eu de la chance, ça s'est à peu près bien passé, mais j'ai senti comment ça aurait pu mal se passer. Et auprès des collègues aussi, des fois, c'est pas facile. Certains qui voient ça d'un mauvais œil, alors on comprend pas trop leur intérêt qu'il y a à voir ça d'un mauvais œil, mais voilà, d'une manière générale, moi j'ai eu la chance que ça se soit bien passé, mais voilà, j'ai eu quand même un petit peu un aperçu de comment ça aurait pu mal se passer. Je voudrais revenir un peu sur ton militantisme politique. Pourquoi finalement militer dans une organisation communiste, notamment au sein de la jeunesse pour la Renaissance communiste en France? Alors, pour moi, ça va être assez simple. En tant que... J'ai un intérêt, je vais dire ça de manière assez drôle, j'ai un intérêt financier à ce que la France ait un parti communiste puissant, et à ce que ce parti communiste-là arrive au pouvoir un jour ou l'autre. Pourquoi j'ai un intérêt financier? Parce que je sais que ce n'est pas en léchant les bottes de mon patron que je vais gagner plus d'argent, ou que je vais avoir une meilleure condition de vie. C'est même pas qu'une question d'argent, c'est une question de conditions de vie, de bien-être. Tout ça, ça arrivera que par... pour moi, c'est une évidence, ça n'arrivera que par le socialisme.
ou par des grandes conquêtes sociales qu'un grand parti communiste de combat soit capable de gagner. Et donc, le pôle de Renaissance communiste en France propose. Donc, c'est pas un parti, c'est une organisation qui s'organise comme un parti. C'est un pôle, mais propose de recréer un grand parti communiste de combat, justement, comme on a eu jadis en France. Malheureusement, depuis longtemps, c'est plus le cas. Et donc, pendant la période où on a eu un grand parti communiste très puissant en France, la condition ouvrière s'est nettement améliorée. En tout cas, si on regarde sur la tendance, c'est nettement améliorée. Et bon, voilà, c'est cette conscience-là qui m'a amené au PRCF et donc à militer dans les JRCF pour justement agir de manière concrète envers la jeunesse, justement, s'adresser à la jeunesse. Et dans ce que tu dis, est-ce que tu conçois le rôle de ces jeunes ouvriers, cette jeunesse ouvrière qui est en France, qui existe, mais comme tu dis, qui est pas si nombreuse? Ouais, alors, son rôle, il doit être central dans tout ça. C'est-à-dire que en tant qu'ouvrier, on est la catégorie de la population qui produit le plus et qui est le moins payé d'une certaine manière. On est dans la hiérarchie sociale, on est tout en bas, alors que c'est nous qui produisons le plus, qui faisons souvent des choses très techniques dont le pays a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans la métallurgie qu'il y a des boîtes qui sont presque prêtes à faire faillite parce qu'elles n'ont pas de personnel. Et on voit l'état de l'industrie en France. Le rôle que doit jouer, ne serait-ce que pour le pays, je parle même pas du parti, là pour l'instant je parle juste du pays, le rôle que doit jouer la jeunesse pour un petit peu, je vais utiliser des mots, à sauver le pays, en tout cas de l'écroulement, de la faillite un petit peu industrielle et de toutes les catastrophes que ça pourrait emmener. Et donc cette jeunesse-là qui s'investit, qui se retrousse les manches et qui comme je dirais, qui mouille la chemise, qui mouille surtout le bleu de travail, on va dire. Cette jeunesse-là doit s'investir politiquement parce que c'est elle qui peut amener un basculement. Alors pas que elle, on va pas faire de l'ouvriérisme, c'est pas ça la question, mais c'est surtout elle qui a un rôle clé dans le basculement et qui est capable d'éviter justement toutes les dérives qu'on a pu voir dans le PCF à une époque. Ce sont les ouvriers la meilleure barrière à l'opportunisme et à tout genre de dérives. De dérives opportunistes, électoralistes, etc. Tu parles de ce déclin industriel de la France. Est-ce que tu en vois des causes? Sous 3 aspects. Il y a la question internationale, donc l'Union européenne, l'euro, qui organise le libre-échange, la concurrence fiscale entre les États et donc la fuite du capital vers les pays, qui apportent le plus de profit, le plus de revenus du capital. Donc la désindustrialisation de la France qui peut pas faire concurrence face à des États qui sont des paradis fiscaux ou presque des paradis fiscaux, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, ce qui amène à une baisse généralisée des salaires partout, en fait, finalement. C'est sans fin comme logique. Donc, je vois cet aspect-là. Je vois l'aspect de la pensée dominante qui est véhiculée par la famille, où un jeune qui aurait des bonnes notes, ou même s'il n'a pas des bonnes notes, on va l'inciter à très bien travailler à l'école, ce qui est une bonne chose. Mais à partir du moment où il a bien travaillé à l'école, quand il arrive au moment de la 3e, on lui dit si tu as des bonnes notes, vraiment, il faut que tu fasses un bac général. Et encore mieux, tu vas faire un bac S. Mais pas tu seras un super boulanger. Tu seras un très bon boulanger parce que tu vas bien travailler ton CAP. Non, c'est pas ça la logique qui est véhiculée par les familles. Et donc, on désincite les jeunes à faire des formations professionnelles. Et d'une certaine manière, on met dans les formations professionnelles des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par tout ça, qui peut-être pour se trouver fera mieux de faire justement bac général le temps de se trouver parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Enfin voilà, il y a toute cette logique là scolaire on marche un peu sur la tête. Et enfin, dernier point, il y a la mentalité des élites comme c'est pas vraiment des élites dans le sens les meilleurs en tout cas. Ceux qui sont au pouvoir. Voilà, ceux qui sont au pouvoir, les élites dirigeantes, et qui ont un peu véhiculé l'idée que, étant donné qu'il y avait la mondialisation et que on allait pouvoir produire ailleurs, que d'autres pays allaient produire à notre place et on allait importer, il n'y avait plus besoin nécessairement d'une industrie. Je prends l'exemple de l'industrie automobile, il n'y avait plus besoin d'avoir une industrie automobile en France, puisqu'on allait faire produire à l'est de l'Europe, ou ailleurs d'ailleurs, là où c'est avantageux. Et que donc on n'aurait plus besoin non plus d'avoir les CAP de qualité qu'on avait à l'époque, où moi les anciens qui m'ont formé sur le métier, c'est des anciens qui ont fait 3 ans d'études, mine de rien, parce qu'ils faisaient un pré-apprentissage, puis 2 ans d'études, ils sortaient avec un bagage théorique assez conséquent, donc ça faisait des gars qui en connaissaient un rayon, quoi.
Donc voilà, je vois ça sous les trois aspects-là. Et est-ce que tu crois que, pour finir, suite à ce qui s'est passé avec le Covid, il y a une prise de conscience du problème qu'est cette désindustrialisation dans notre pays? Oui et non, parce qu'il ouais, il y a des discours qui sont hypocrites, d'après moi, qui sont très hypocrites, parce que on veut faire une chose, mais on se donne pas les moyens. Et je pense je pense pas que ce soit conscient, je pense que c'est des contradictions de classe, enfin, des contradictions idéologiques que la classe dirigeante a. C'est-à-dire elle comprend il faudrait mieux pour elle, en fait, finalement, avec le Covid, elle s'est rendue compte qu'il fallait réindustrialiser, mais elle a pas elle a des contradictions qui l'amènent à vouloir continuer quand même de perpétuer ce système ce mode de production qui amène à augmenter sans arrêt les revenus du capital. Donc en fait, d'un côté, ils se disent, bah, pour augmenter sans arrêt les revenus du capital, il faut qu'on aille jouer la concurrence en déplaçant notre capital partout. Et en même temps, il faudrait qu'on ait une industrie en France. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu irréconciliable tout ça. Et que finalement, bah, la seule classe qui est capable de prendre ces décisions-là, ces bonnes décisions, bah, c'est en tout cas la classe ouvrière, pas que elle toute seule, mais voilà, faut qu'elle agrège à elle le plus de couches sociales. Voilà, c'est le monde du travail en tout cas qui pourra décider ça. Merci pour ces mots. Merci à toi.